Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le parcours de 5 femmes pionnières dans leur domaine, qui ont ouvert la voie à bien d'autres, chacune à leur façon. À travers leur parcours hors du commun, elles ont fait évoluer la condition de la femme de leur époque et pour les générations futures. C'est parti. Henriette d'Angeville naît le 10 mars 1794 à Sémur-en-Auxois, en Côte d'Or. D'origine aristocratique, elle grandit dans un milieu aisé, mais voit son grand-père se faire guillotiner et son père jeté en prison pendant la Révolution française. La famille d'Angeville s'installe alors à Hauteville-Lampne, dans le département de l'Ain, et dès l'âge de 10 ans, elle est sportive et résistante. Amoureuse et curieuse de la nature, elle se lance à l'assaut de plusieurs sommets calcaires de la région du Beguet. L'idée de gravir le Mont Blanc lui trotte en tête depuis longtemps, mais une telle ascension ne se fait pas sur un coup de tête, et elle prépare minutieusement son expédition. Elle consulte les notes d'alpinistes ayant déjà gravi le Mont Blanc et se prépare physiquement avec l'aide d'un médecin. Et pour l'occasion, Henriette se fait tailler sur mesure une tenue lui permettant de gravir le Mont Blanc. Donc quelque chose de mobile, confortable et chaud, qui ressemble surtout à une longue tunique portée sur un pantalon ample et doublé, sans oublier les chemises d'homme qu'elle portera dessous pour lui tenir chaud. Et malgré les protestations et critiques de sa famille et de ses amis, certains pariant déjà sur son échec, c'est le dimanche 3 septembre 1938 qu'elle arrive au sommet du Mont Blanc en compagnie d'une douzaine de guides et porteurs. Pour l'anecdote, elle avait avant son départ demandé l'autorisation au curé de sa paroisse de pouvoir rater la messe. Pour être totalement exact, elle est la deuxième femme à arriver au sommet du Mont Blanc, Marie Paradis ayant réussi cet exploit en 1911. Mais elle est la première à 44 ans à y arriver sans y être aidée physiquement. Effectivement, Marie Paradis, sur la fin de l'expédition, aurait été portée, voire traînée jusqu'au sommet par les hommes qui l'accompagnaient. Celle-ci dira d'ailleurs à Henriette qu'elle ne se considère pas comme la première femme à avoir gravi le Mont Blanc, en la félicitant pour son exploit. Elle consignera dans son carnet vert les différentes étapes de son ascension et son ressenti en tant que femme aisée, peu habituée à l'inconfort. Ce carnet est encore considéré aujourd'hui comme une référence dans le domaine de l'alpinisme. Henriette continuera sa carrière d'alpinisme et écopera le surnom de la fiancée du Mont Blanc. Sa dernière ascension sera celle de l'Oldenholm dans les Alpes vaudoises à 69 ans. Puis elle s'intéressera à la spéléologie et fondera un musée de minéralogie à Lausanne. Elle meurt le 13 janvier 1871, laissant derrière elle son empreinte de pionnière d'alpiniste et ouvrant la voie à bien d'autres femmes. Jeanne Chauvin naît à Jargeau dans le département du Loiret le 22 avril 1862. Fille de notaire, elle est orpheline de père à 16 ans et c'est une élève vraiment brillante. Elle réussit à obtenir 2 baccalauréats en lettres et en sciences, puis 2 licences, l'une en droit et l'autre en philosophie, et est reçue docteur en droit. En 1890, elle est la deuxième étudiante française titulaire d'une licence en droit et la première à soutenir son doctorat en droit en 1892. Sa thèse porte sur l'étude historique des professions accessibles aux femmes, argumentant sur le fait que la Bible et le catholicisme ont renforcé l'inégalité des femmes par rapport aux hommes. Elle y revendique également l'égalité des femmes à la fois dans l'éducation et dans l'accession aux professions tant privées que publiques. Mais ces idées dérangent. Alors qu'elle se présente devant le jury, les élèves envahissent la salle chantant la Marseillaise et déclenchant des échauffourées. Il faudra remettre sa soutenance à quelques jours plus tard, où elle fera l'unanimité du jury. Jeanne commence sa carrière comme professeure de droit dans plusieurs lycées parisiens de jeunes filles, dont le fameux lycée Molière. Mais n'en oublie pas pour autant son premier objectif, devenir avocate et se battre pour le droit des femmes. En 1893, elle demande aux parlementaires le droit aux femmes mariées d'être témoins dans des actes publics ou privés et que soit reconnue la capacité des femmes mariées à disposer des produits de leur industrie personnelle ou de leur travail. Le 24 novembre 1897, munie de tous les diplômes requis, elle se présente à la Cour d'appel de Paris pour prêter le serment d'avocat. Mais elle se voit opposer une fin de non-recevoir qui lui est signifiée officiellement le 30 novembre, au motif que la loi n'autorise pas les femmes à exercer la profession d'avocat. Qu'à cela ne tienne, Jeanne se battra pour faire changer la loi avec l'aide de son frère, lui-même avocat. Il lui faudra 3 ans de pression féministe pour que René Viviani, futur ministre de la Justice, et Raymond Poincaré, futur président de la République, se décident finalement à voter la loi permettant aux femmes d'exercer le métier d'avocat avec accès à la plaidoirie. Elle prête donc serment comme avocate au barreau de Paris le 19 décembre 1900, faisant d'elle la deuxième femme française à prêter serment. Elle avait
tellement fait parler d'elle que c'est sciemment qu'on ne lui accorde pas le privilège d'être la première à prêter serment. Cependant, elle sera la première à plaider dans un tribunal en 1901. Sa première plaidoirie se fera lors du procès de l'accident de Choisy-le-Roi, où une erreur d'aiguillage entraîne la collision d'un train express avec un train de banlieue, causant 7 morts et une vingtaine de blessés. Elle plaide également dans une affaire de contrefaçon de corset en 1902. Par la suite, elle plaide assez peu, mais pour le reste de sa carrière, elle se consacre à la défense du droit des femmes et en particulier dans le domaine juridique jusqu'à sa mort en 1926. Marie-Adélaïde de Rême, dite Maria de Rême, née le 17 août 1828 à Paris. Elle est issue d'une famille bourgeoise libérale et en particulier d'un père anticlérical. N'ayant pas l'honneur de pouvoir s'instruire du fait d'être une fille, elle apprend à lire auprès de sa sœur, puis à travers des lectures en autodidacte. Elle apprécie les auteurs de l'Antiquité, grec et latin, les philosophes des Lumières et les philosophes allemands. Au départ, elle se destine à être peintre, comme Rosa Bonheur qu'elle admire. Elle recevra des cours d'art en conséquence, même quand la famille déménage à Nice. À la mort de son père, en 1852, elle revient sur Paris et rentre dans l'atelier du peintre Léon Cogniet, mais se tourne vers l'écriture. Elle commence à écrire dans différents journaux, comme le Nain jaune, un journal politique et satirique. En 1866, elle accepte l'invitation de Léon Richet, un journaliste féministe, de s'exprimer à une conférence donnée par la loge maçonnique du Grand Orient de France sur la morale et elle se fait remarquer. En 1869, Maria fonde avec 2 autres femmes de lettres la Société pour la revendication des droits civils des femmes, puis en 1870, avec Léon Richet, elle fonde l'Association pour le droit des femmes qu'elle préside et participe au Journal des droits des femmes fondé par Léon Richet. Tout en fréquentant les francs-maçons, elle se consacre à défendre le droit des femmes, ainsi que la laïcité en France. En parallèle, elle soutient le groupe fondé par Louise Michel, visant à instaurer une éducation pour les filles. Après la Commune de Paris, militante de la République et de la démocratie, elle fonde la Société pour l'amélioration du sort de la femme, organisant une série de conférences sur différents thèmes tels que les droits de l'enfant ou le suffrage universel. Puis en 1878, elle co-organise avec Léon Richet le Congrès international du droit des femmes qui aborde des sujets sur l'histoire, l'éducation, l'économie, la morale et la législation. En 1881, c'est le premier congrès anticlérical du Grand Orient de France qu'elle organise avec Victor Poupin, un homme politique. Elle devient directrice du journal républicain de Seine-et-Oise, l'année même où ce droit est accordé aux femmes. Bien que participant fréquemment à des conférences de francs-maçons, elle fait face à de nombreux refus face à son envie d'être initiée en loge. Avec l'aide du docteur Martin, elle est initiée le 14 janvier 1882 dans la loge du PEC, une loge de libres penseurs. Cela provoque un retentissement sans pareil au sein de la franc-maçonnerie, et la loge est même suspendue de ses activités. Ils arriveront à trouver un compromis en effaçant le nom de Maria de la liste de leurs initiés sans la renier pour autant. L'ordre maçonnique mixte international, le droit humain, 5e obédience maçonnique française, est créé 11 ans plus tard par Maria en 1892, quand elle décide d'initier à son propre domicile 7 femmes de la bourgeoisie républicaine à qui elle va donner la lumière maçonnique, devenant ainsi vénérable maître fondatrice. Mais Maria n'aura pas le temps de voir l'organisation et le développement de sa loge se terminer, puisqu'elle meurt le 6 février 1894 d'emphysème, une maladie pulmonaire, à son propre domicile parisien. Sur sa tombe, on peut lire l'inscription « Mon but est de mettre fin aux préjugés qui excluent les femmes ». Voilà quel était le but de sa vie. C'est le docteur Martin qui prendra sa suite comme elle l'avait souhaité avant sa mort. Mary Kant naît le 11 février 1934 à Blackheath, dans le sud-est de Londres. Elle est issue de parents enseignants qui ne voient pas d'un bon œil son engouement pour les beaux-arts et la mode. Elle trouve avec eux un compromis et suit des études d'illustration à l'université de Goldsmith, où elle rencontrera son futur mari. Puis elle obtient un poste chez un couturier en guise de premier emploi. Elle évolue dans un Londres en pleine effervescence de la culture pop. La liberté, l'art, la musique, les couleurs psychédéliques, le militantisme et la libération sexuelle qui sont principalement menées par la jeunesse anglaise. C'est alors qu'associée avec son mari et son comptable, elle ouvre sa première boutique de fripes en octobre 1955 sur Kingswood, le bazar. Mais souhaitant offrir une gamme plus large de vêtements à ses clientes, elle décide de lancer sa propre ligne de vêtements. Au départ, elle confectionnera ses modèles seule.
Sa boutique deviendra aussi par la suite un lieu de rencontre artistique, mélange de musique, design et art. À partir de 1958, les jupes qu'elle dessine sont de plus en plus courtes. Au départ, ce n'est que dans un objectif de confort en opposition avec les longues jupes crayon qui serrent les jambes et empêchent tout mouvement. Avec une jupe courte évasée, elle permet aux femmes de courir et de se sentir libres tout en restant élégantes. En 1960, elle crée ce qu'on considère aujourd'hui comme un basique de la mode, la mini-jupe, et qui devient un symbole de la mode des années 60. Bien qu'André Courrèges développait au même moment le même type de jupe en France, et qu'on ne sache pas très bien qui fut le premier à y arriver, c'est Maui qui est considérée comme l'inventrice de la mini-jupe. D'ailleurs, elle donnera ce nom en référence à sa voiture préférée, la Mini. En 1961, elle ouvre un second bazar à Knightsbridge, dans le centre de Londres. Elle exporte également ses créations à l'étranger, en commençant par les grands magasins Penney aux États-Unis. Elle crée alors sa propre société afin de pouvoir industrialiser la fabrication de ses vêtements et répondre en masse aux commandes. Les années 60 seront l'apogée de sa carrière, devenant un symbole du London look, tout en marquant son époque avec la création de la micro-mini-jupe, de la palette de maquillage appelée boîte de peinture et des imperméables en plastique avec sa toute dernière création à la fin de la décennie, le hot pants, une sorte de short court élégant à la taille haute. Son style se définit par des couleurs fortes, par des matériaux originaux comme le plastique brillant ou par des imprimeries typiques des années 60 comme les losanges et les fleurs, ainsi que par les bottes à lacets en plastique qui sont parfaites pour aller avec la mini-jupe. Mais ce qui fait son succès, c'est des tenues confortables, dans l'air du temps, élégantes et surtout abordables. Et Maui écoute beaucoup ses clientes pour améliorer ses vêtements. Pendant les années 70 et 80, Maui s'intéresse plus aux accessoires et au maquillage. Et à la fin des années 80, elle dessine l'intérieur de la nouveau Mini Mill Designer, à la base nommée Mini Quant. Elle avait des sièges rayés noir et blanc avec un tableau de bord rouge, les ceintures de sécurité étaient aussi rouges, les phares, les garde-boue, les poignées de porte et les pare-chocs étaient gris mat. Les sièges et le volant portaient la signature de Maui Quant. 200 véhicules furent disponibles à la vente en Grande-Bretagne dès le 15 juin 1988. En 2000, elle finit par démissionner de son poste de directrice de son groupe, sa compagnie de cosmétiques ayant été rachetée par un groupe japonais, où il existe plus de 2000 boutiques Maui Quant aujourd'hui. Et depuis, elle a pris sa retraite et se fait discrète. Julie-Victoire Daubié, née le 26 mars 1824 à Bain-les-Bains dans les Vosges. Elle est la dernière d'une fratrie de 8 enfants et voit le jour dans la manufacture que son père dirige. Elle naît dans une famille de petite bourgeoisie, son père meurt avant ses 2 ans et la famille part s'installer à Fontenoy-le-Château, près de la famille de son père, toujours dans les Vosges. Son grand-père est propriétaire de forge. Elle est donc témoin des difficultés de la vie des ouvrières et des domestiques ainsi que du sort des filles mères. Et elle est révoltée par le sort des femmes de son époque, considérées comme inférieures aux hommes et qui ne peuvent rien faire sans leur autorisation. Elle veut étudier, mais les filles n'y ont pas le droit. Elle s'instruit seule dans les livres. En 1844, elle obtient son certificat de capacité devenu obligatoire pour devenir enseignante. Et à peine 20 ans, elle est décidée à se présenter à l'examen pour l'obtention du baccalauréat. Jusqu'ici, aucune femme ne l'a obtenu. Il ne fait aucune mention dans la loi de l'interdiction des femmes de passer un tel diplôme. C'est juste qu'aucune jusque-là n'avait trouvé l'utilité du diplôme, puisqu'on considère que les études sont inutiles pour les jeunes filles de bonne famille. La priorité étant plus de trouver un mari convenable. Julie étudie le latin et le grec avec son frère, devenu prêtre, et pour compléter son enseignement en sciences, elle suit des cours au Musée national d'histoire naturelle de Paris en 1853 grâce à Geoffroy Saint-Hilaire, un zoologue, qui lui obtient une autorisation spéciale de venir suivre ses cours en dehors des heures d'ouverture, car bien que l'examen soit ouvert aux filles, il leur est interdit de suivre des cours en compagnie des hommes. Et en 1859, elle s'inscrit à l'Université des Lettres de Lyon. La même année sort son premier livre, La femme pauvre du XIXe siècle. Elle y décrit la position de la femme dans tous ces interdits qu'on lui impose, que ce soit économique, moral ou politique. Elle évoque même quelques solutions pour aider les femmes à sortir de la misère. Le 17 août 1861, Julie obtient son baccalauréat à 37 ans, devenant le premier bachelier féminin de France, puisqu'à l'époque l'équivalent féminin n'existe pas sur les diplômes. Elle réussit l'examen avec 6 avis favorables, 1 avis défavorable et 3 abstentions. Par la suite, elle devient journaliste à Paris en écrivant pour les journaux tels que La Presse, L'Économiste français et Le Droit des femmes.
En 1867, elle reçoit la médaille de bronze pour son livre La femme pauvre du XIXe siècle à l'exposition universelle qui se déroule à Paris. Et en 1871, elle fonde l'Association pour le suffrage des femmes, s'impliquant activement dans la lutte pour le droit de vote des femmes. En parallèle, elle prépare sa licence de lettres à l'université de la Sorbonne, et comme pour son bac, elle doit se préparer seule, n'ayant pas le droit d'assister aux cours. Elle reçoit en 1872 sa licence où le titre Sieur pour monsieur est barré pour être remplacé par Mademoiselle, accompagné d'une lettre de félicitations du ministre de l'Instruction publique, Jules Simon. Julie s'installe à Fontenoy-le-Château en 1872 pour s'occuper de sa mère malade, tout en gérant son association pour le droit des femmes, dont 3 livres ont été interdits à la vente, et son entreprise de broderie gérée en grande partie par sa nièce. Elle décide alors de préparer un doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine, mais meurt avant de pouvoir le présenter. La tuberculose l'emporte le 25 août 1874. Elle laissera à sa famille 2 maisons, l'entreprise de broderie, des titres et des actions, mais depuis la grande histoire l'a complètement oubliée. Merci à vous d'avoir suivi le parcours de toutes ces femmes qui ont surmonté les obstacles du machisme à leur époque, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série dédiée aux femmes pionnières.